bien. Je vais commencer ce conseil municipal en faisant l'appel nominal. Je signalerai simplement ce soir que notre première adjointe, Mme Sudeli, est absente parce que malheureusement pour elle, elle a le Covid. Et je vais donner des nouvelles rassurantes de notre ami Jean Pugens, qui a été réopéré hier matin. On a à nouveau mis un petit ressort, c'est pour ça qu'il se fait appeler Zébulon maintenant. Le bébé qui nous l'a dit par rapport à l'INF, et bien évidemment à tous les deux, surtout à Jean, parce que c'est Jean le on leur souhaite une parfaite convalescence, il faut très rapidement qu'ils nous rejoignent à ce conseil municipal. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais faire l'appel. Monsieur Ménard présent, Madame Hélène Espinelli, procuration Monsieur Ménard, Monsieur Christian Olivier. Présent. Madame Martine Meghenicani. Présent. Monsieur Alain Gracia. On va remercier ce soir, on ne va pas trop le faire en parler parce que c'est sous antibiotique. Madame Monique Ravel. Monsieur Gilles Talonnier. Présent. Madame Linda Salamé-Cléouane. Monsieur René Dufoy. Madame Elisabeth Echeverria. Madame Éléonore Jaime. Madame Cathy Dolphy. Monsieur Jean Puget, procuration Madame Chantal Rizot. Présent. Monsieur Albert Pironti. Présent. Monsieur Gérard Sagneto. Monsieur Emmanuel Gobernal. Présent. Madame Laurence Pouillot-Caladi. Présent. Madame Chantal Rizot. Madame Julie Ferrand-Valory. Présent. Monsieur Jean-François Guigny. Madame Sandrine Gillet. Présent. Monsieur Amine Benelal. Présent. Monsieur Mathieu Biscagne. Présent. Madame Claire Navarro. Présent. Madame Zara Mouchala. Monsieur Ribouillet. Présent. Madame Line Fouquer. Présent. Madame Josiane Picard. Pas de procuration, on la considère comme absente. Elle est pas là. Et Madame Gilles Autonome, ça fait le plaisir de venir ce soir. Sans plus attendre, on va désigner le secrétaire de séance. Depuis la dernière fois, je crois que c'était bon Mathieu. Personne ne fait rajeunir. Et voilà. On va laisser Josiane s'asseoir tranquillement. Je vais faire la bienvenue. Josiane, pour l'architecture du conseil municipal, donc on va se permettre de dérouler sans elle. Je vais vous demander d'adopter le PV du 14 décembre. Que vous avez donc une communication. Madame Fouquet. Oui, bonsoir à tous. Simplement la lecture du PV, dont c'est vrai qu'on a remarqué qu'il n'était plus signé, c'est le deuxième PV, c'est ça, c'est la loi sélective, oui. D'accord, ok. Par contre, il me semble que j'avais demandé à ce qu'une commission sécurité soit réunie, mes propos ne figurent pas au PV, et compte tenu des nouveaux éléments concernant la sécurité du village, moi j'aurais souhaité que ces propos y figurent. Et qu'une commission de sécurité soit organisée. La dernière à laquelle j'ai assisté date de novembre 2020. Donc je pense qu'il y a des choses qui se sont passées depuis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à... On va tout à fait tranquillement réécouter les bandes, le conseil municipal, c'est des bandes, oui, tout à fait tranquillement réécouter. Et bien évidemment, on vous proposera un additif par rapport au propos. Merci. Ça paraît évident. Dans l'attente, on adopte. Adoption à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous avez une copie des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le 14 décembre. Y a-t-il des précisions ou des commentaires à faire, s'il vous plaît? Alors, allons doucement. Honneur aux dames, madame Bossonneau. Allez-y, madame Bossonneau. Merci, monsieur Bouillet. Madame Bossonneau. Juste deux précisions. Bon, déjà pour la 15, forcément que je suis une conseillère départementale heureuse, puisque vous avez fait un partenariat avec Provence en Seine, qui est effectivement qui propose des spectacles de qualité. Donc ça va permettre de proposer à nos... Oui, je parle tout le temps, je vois. Vous parlez plus fort avec un micro péniforme. Les deux, si vous voulez. Non, c'était juste pour vous dire que c'était très bien d'avoir fait le partenariat avec Provence en Seine, puisqu'il propose de très bons spectacles, et donc pour nos concitoyens, c'est pas très bien. C'est parfait. La deuxième remarque. Et la deuxième, Vous n'avez pas besoin de hurler.
Donc là, je vais baisser le ton. Donc pour la 18, je voulais juste avoir des précisions sur, puisqu'on va faire une signature de contrat pour les bornes électriques, je voulais vous interroger sur l'installation supplémentaire, puisque c'est la commune qui va pouvoir recenser le besoin des bornes, puisque ça relève de votre compétence maintenant. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a eu un recensement qui a été fait sur les besoins, puisque ça va être un contrat qui va être conclu avec la métropole. Allez, tu as une réponse à apporter? Oui, la première analyse de toute la commune a été faite avec la métropole. Mon directeur est en charge avec la métropole de nous renvoyer le dossier. Et si c'est la commune qui doit récupérer, mais il me semble que non, je ne sais pas. J'attends bien une confirmation de la métropole sur le transfert ou pas définitif de cette compétence. On attend le transfert définitif de cette compétence. Confirmation du transfert. Mais toute l'équipe est faite sur tous les lieux principaux de la ville de Roquebrune. Parce que là, vous parlez de la signature de contrat. Donc, Oui, parce qu'on a déjà deux bornes d'installées. c'était juste pour savoir si vous allez le déployer. Parce que... Si, quand la métropole nous renverra le dossier, si elle nous le renvoie, ou si les communes donnent compétence à la métropole de le faire, on le fera. Et sachez que toutes les bornes ont été repérées et seront installées si on doit. Monsieur Louis. Merci. La décision 14. Notre groupe donc, de 4 élus avons déposé un recours au tribunal administratif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous ne fournissez aucun document qui permet de préciser les besoins des services pour ce parking. Vous avez pris la décision le 5/12/2022, vous l'avez publié le 6/12. La décision 14. 214. Ah, merci. 214, oui. Donc vous avez pris la décision le 5/12/2022, vous l'avez publié le 6/12. Et si on compte 2 mois, ce soir, nous n'avons plus aucun moyen légal de porter au tribunal administratif de faire un recours. C'est ça que nous avons fait avant la réunion de ce soir. Principalement aussi, vu les contraintes budgétaires que nous avons en ce moment au niveau de la commune, il convient de supprimer les charges de confort qui représentent quand même presque 11 000 € par an pour un parking qui sert de privilège. Voilà. Ce privilège, monsieur Boulier, il n'a pas été aboli la nuit du Capoute, parce qu'il n'existait pas encore. La nuit Capoute, c'est quand on a aboli les privilèges, hein, l'abolition. Mais ça date depuis le 1er novembre 2003, le bail de location de la cour à l'association Morel. Donc ça fait 20 ans que la municipalité loue, et c'est même pas nous qui sommes à l'origine de cette location. On a simplement perpétué ce qui avait été fait sous la mandature de M. Andrélien, estimant que pour une fois, il avait pris une bonne décision, parce que vous serez tous d'accord avec moi, il n'a pas tout le temps pris bonne. Donc sur cette base-là, vous faites un recours auprès du TA, c'est complètement votre droit. Faites un recours auprès du TA et on verra ce que le juge administratif dit sur la base de privilèges. Alors je ne me perdrai pas aujourd'hui en explication, en expliquant comment fonctionne ce parti. Quand le juge du tribunal administratif vous demandera de fournir un mémoire, on ira tout à fait tranquillement expliquer pourquoi la commune s'octroie ce privilège, sachant que c'est bien évidemment pas les élus nécessairement qui profitent de ce privilège. Donc on expliquera ça tout à fait tranquillement. Voilà. Je suis encore une fois pas inquiet par vos attaques auprès du tribunal administratif. Voilà. Ensuite, c'est tout. C'est tout. Eh bien, on est dans l'attente donc de la décision de la convocation du tribunal administratif, comme d'ailleurs dans de nombreux dossiers, et ça me fait bien rigoler. Concernant les décisions, on a fait pour
pas le souci, ben, si vous le voulez bien, mes amis, on va regarder un peu les MAPA, puisqu'il y a eu un avenant qui a été passé à les MAPA qui était existant. Y a-t-il des précisions? Y a-t-il des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Je vous remercie. Ordre du jour. Je crois qu'on commence, bien entendu, sur le débat d'orientation budgétaire. Je te donne tout de suite la parole. Bien, merci Monsieur le maire. Bon, ce micro a très bien fonctionné ce soir, tant mieux. Je vais me livrer à cet exercice qui a lieu tous les ans. Je vous avais déjà dit que je le trouvais très intéressant parce que ça permet de se poser, de voir la situation financière de la collectivité, celle passée, et de faire quelques évolutions sur l'année courante, et puis ça prépare bien évidemment notre prochaine session qui sera budgétaire, qui donnera lieu au vote de notre budget primitif. Si l'on me demandait de définir par un mot la période passée et la période à venir, je crois que je choisirais le terme d'incertitude, parce que c'est vraiment le point de plus grande difficulté que nous avons rencontré au cours de l'année 2022. Incertitude, pourquoi? À cause de redémarrage très rapide de l'économie à la suite de la Covid, qui a généré une inflation, évolution de l'inflation, incertitude sur l'évolution de l'inflation, incertitude sur son taux. Je vous rappelle que l'INSEE avait prévu un taux qui est finalement plus élevé que le taux définitif pour l'année 2022, l'année écoulée. Donc beaucoup d'incertitudes également sur le montant des dotations, beaucoup d'incertitudes sur le versement des subventions, notamment celle du conseil départemental, dont on a déjà parlé, mais aussi pour celle d'autres organismes et de l'État. Donc cette incertitude a conduit à avoir une politique très volontariste, et puis un pilotage extrêmement précis, très très fin de la part des services, puisque vous l'imaginez bien, quand on n'a pas d'inflation, quand on a un budget qui est maîtrisé, tout roule. Quand on ne maîtrise pas, par contre, l'inflation, et on ne maîtrise pas son évolution, et on ne maîtrise pas notamment le coût de l'énergie, j'y reviendrai, cet exercice devient beaucoup plus difficile. Bien. Alors, ceci dit, le rapport lui-même, l'instabilité, évidemment, s'est illustrée sur le marché du coût de l'énergie, dont les collectivités subissent de plein fouet les conséquences, c'est évident, et qui ont conduit, notamment en colère, aux premières décisions de diminution de la durée de l'éclairage public et de l'optimisation du chauffage des bâtiments. Cependant, les hausses de coûts touchent l'ensemble des postes de dépenses de manière indirecte, c'est-à-dire les transports, tout ce qui toutes nos dépenses, produits manufacturés, produits alimentaires, et ainsi que les dépenses de personnel, qui ont été générées dans l'augmentation du point d'indice de 3,5% au mois de juillet, évidemment, a impacté de plein fouet le budget communal, alors que rien n'était prévu, évidemment, à ce niveau. L'obligation faite aux collectivités de présenter leurs orientations budgétaires s'inscrit dans ce contexte. Et donc, je vous fais grâce de toutes les difficultés que nous avons rencontrées. La loi de finances est parue au journal officiel du 30 décembre 2022 et comprend le filet de sécurité pour aider les communes les plus fragiles à faire face aux hausses des prix de l'énergie. Alors là, je vais prendre un peu de temps pour pouvoir répondre à la question de Mme Fricker de la dernière fois, pour laquelle, vous vous souvenez, madame, pour laquelle vous avez dit un peu rapidement, je l'avoue, je vais essayer d'y remédier ce soir, un peu rapidement, que le gouvernement, très souvent, d'ailleurs pas seulement ce gouvernement, tous les gouvernements prennent des décisions qui ont un effet d'affichage, et ensuite on demande à Bercy d'essayer de réduire l'impact sur le budget de l'État de ces décisions. Alors, je vais me livrer une petite lecture du filet de sécurité, parce que, je l'ai déjà dit, je trouve que c'est un joyau
de littérature financière. Alors, je vous en laisse juge. Filet de sécurité, les communes et les groupements doivent réunir les 3 critères suivants. Un taux d'épargne brut 2021 inférieur à 22%, un potentiel financier ou fiscal par habitant inférieur au double de la moyenne de la strate, et une perte d'au moins 25% d'épargne brute en 2022 du fait principalement de la hausse des dépenses d'énergie et de la revalorisation du point d'indice. Donc si on réunit toutes ces conditions, concrètement, les collectivités éligibles se voient compenser 50% des effets de la revalorisation du point et 70% des effets de la hausse des dépenses d'énergie et d'alimentation constatées en 2022. Alors bien évidemment, je serais curieux de connaître le nombre de collectivités ou de communes qui sont véritablement concernées, mais malheureusement, la commune de Roquevert, bien qu'elle ne soit pas particulièrement riche, j'y reviendrai tout à l'heure, malheureusement n'en bénéficiera pas. Donc, le filet de sécurité ne fonctionne pas. On va passer au suivant. Juste pour vous répondre, Je monsieur vous en prie. Perret, ce filet de sécurité, je crois que je l'ai abordé dans un précédent conseil municipal. Oui, tout à fait. Et donc, il y c'est a pour ça que je vous effectivement réponds. des communes de notre circonscription Bien sûr. qui ont Ah oui, déjà tout à fait. pu bénéficier de Mais il ne va pas ce y en avoir système. beaucoup. Je serais preneur des. Pardon, j'ai pas entendu. Je serais preneur des noms de ces communes. Oui, Parce je ne que- les connais pas par cœur, mais je peux vous les donner. Volontiers. Ça Merci. serait une bonne information. Oui. Ça serait une bonne information qu'il y a à avoir. Oui, mais je l'ai. Je vous les ai Très cités la dernière fois, mais je ne m'en Très bien. souviens plus littéralement. Donc je vous les Parfait. communique après ce conseil Merci beaucoup. municipal. Très volontiers. Donc le deuxième élément, c'est le bouclier tarifaire. Alors le bouclier tarifaire, malheureusement, nous ne pouvons pas en bénéficier parce qu'il s'adresse aux collectivités dont l'effectif en termes de personnel est inférieur à 10 agents. Donc ce n'est pas pour nous. Reste l'amortisseur électricité. Alors l'amortisseur électricité, c'est le troisième élément. Et pour l'instant, c'est malheureusement le plus flou. Parce que cet amortisseur sera calculé sur l'année complète. Donc, le montant connu sera en fait en 2024. Donc, le montant véritablement versé, le montant total, ne sera connu qu'ex post. Et par contre, au cours d'année 2023, en fonction d'un prix moyen prévisionnel à déterminer, nous pourrions bénéficier d'avance ou d'acompte. Je ne sais pas très bien comment le définir. Nous aurons une somme, donc il faudra quand même prévoir notre budget. Le budget que nous allons voter la prochaine fois devra tenir compte de ce montant. Donc j'espère que nous aurons des informations supplémentaires. Notre directeur des services techniques a participé le 27 janvier à une réunion et c'est de cette réunion que je tire les éléments que je vous communique. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien obtenu. Si le différentiel, alors, la garantie est de 160 € le mégawattheure. Si le différentiel excède 160 €, c'est la commune qui paiera. Et elle ne sera pas compensée. Donc on a beaucoup d'incertitudes pour l'instant sur ce dispositif. Peut-être, encore, en tout cas il n'exige pas des conditions en termes de situation financière de la collectivité. Donc ça c'est déjà positif. Hein. Mais je ne peux pas vous en dire plus ce soir. Vous imaginez bien que nous sommes très vigilants sur ce point et que nous devons nous positionner avant le 31 mars, je crois, et ça va être fait aussi, ça n'a pas été fait, ça a été fait. On m'a dit non. Alors, ça ne peut pas être fait pour l'instant, Ah. parce que nos fournisseurs, dans le cadre des contrats avec le SUMED, ne sont pas encore prêts à recevoir les demandes des collectivités. Bon. C'est la réponse qui nous a été faite. Aujourd'hui. Bon, enfin, en tout cas, c'est un dossier que l'on suit de très près, vous l'imaginez bien. Donc voici pour l'énergie. Limite de vote pour les conseils municipaux des budgets primitifs et des taux de fiscalité locale est fixé au 15 avril. Donc, le conseil municipal se réunira avant cette date.
Et le compte administratif sera voté et intégrera, le budget primitif intégrera donc tous les résultats dans les conditions habituelles. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. 2023, en plus, sera la dernière année de l'application de la nomenclature M14. Nous allons passer à la M57 au 1er janvier 2024 et vous aurez la surprise de ne plus avoir en particulier de compte administratif. On aura un compte commun, enfin j'aurai l'occasion de vous détailler ça dans les prochains mois. Alors, analyse de la situation financière, résultat prévisionnel 2022 et l'épargne. Donc, le résultat global prévisionnel s'élève à 350 000 euros, qui se décompose en un résultat déficitaire de la section d'investissement de moins 746 800 et un excédent de la section de fonctionnement de 1 96 816 euros. L'épargne nette, elle, est en nette augmentation, ce qui est tout à fait positif, à 820 339. Les résultats sont impactés à la fois par la forte inflation, évidemment, la revalorisation du point d'indice, j'en ai déjà parlé, et la chute des subventions du conseil départemental. Mais aussi, un point positif, là, la cession de l'ancienne caserne de pompiers, nous avons encaissé 400 000 euros. Également l'ancien office de tourisme pour 20 000 euros. La fiscalité, les bases de foncier ont été très dynamiques en 2022, plus 6%, 6,66%, et en intégrant le coefficient correcteur, le produit varie de 10,27% par rapport à 2021. Les taux d'imposition n'ont pas été augmentés en 2022, la dernière augmentation remonte à 2018, et il n'y aura pas non plus, M. le maire nous l'a annoncé lors du bleu, d'augmentation de taux en 2023. Par contre, la revalorisation des bases fiscales indexées sur l'inflation s'élèvera à 7,1%. Alors, pourquoi 7,1%? C'est supérieur à 7,2%, qui est le montant de notre inflation sur l'année. Tout simplement, sans trop rentrer dans le détail, c'est que cette revalorisation est calculée sur le mois de novembre de l'année, donc de novembre à novembre, et le taux d'inflation a subi une légère inflexion au mois de décembre, ce qui a permis d'avoir un résultat sur l'année civile un peu meilleur que celui prévu par la l'INSEE, qui était de 6,66%. Donc, comme c'est de novembre à novembre, c'est légèrement plus élevé que le montant de l'inflation sur l'année civile. Je ne sais pas si j'ai été clair, je reviendrai si vous souhaitez des éclaircissements. C'est clair. L'encours de dette, l'encours de dette au 31 décembre 2022 est de 8 286 717. Il varie de 260 000 euros sur l'année et de 922 euros par habitant. Afin de pallier la diminution des subventions octroyées par le conseil départemental, 2 contrats d'emprunt ont été signés cette année avec le CRCA Alpro. Ça va, un petit commentaire. Je vous avais dit lorsque j'ai présenté le budget que nous avions prévu 950 000 euros, mais que nous envisagions dans un premier temps de contractualiser uniquement pour 700 000 euros, étant entendu que sont réservés éventuellement le droit de ne pas contractualiser pour les 250 000 si en fin d'année nous n'en avions pas besoin. Mais l'inflation est arrivée. Et vous voyez que le premier emprunt, à hauteur de 700 000, comme je vous le disais, à un taux fixe de 1,67%. Et 3 mois après, les taux ont doublé. Et je vous avoue que ça nous a beaucoup interpellés. Que fallait-il faire? Fallait-il vraiment envisager d'attendre la fin d'année au risque de voir encore augmenter ces taux? Je vous rappelle que l'évolution de l'inflation en début d'année était très rapide. Après, ça s'est un peu tassé, mais donc dans cette interrogation, nous avons choisi de contractualiser quand même pour essayer d'épargner, de protéger au maximum la capacité de la commune. Nous avons choisi de contractualiser très rapidement à la hauteur de 250 000 euros, ce qui explique que nous avons contractualisé la totalité de la somme prévue au budget. Tous les emprunts, je vous rappelle aussi,
je suis bavard, que les collectivités avaient, du fait de l'évolution du taux de l'usure, ne pouvaient plus, à un certain moment, je vois quelqu'un qui connaît le sujet, qui hoche la tête, ne pouvaient plus, à un certain moment, contracter un taux fixe. Alors je vous laisse imaginer le risque, en période d'inflation croissante, de contractualiser avec des taux révisables. Vous comprenez que nous n'avons pas voulu le courir. Bien, je passe. La commune a contracté 2 lignes de trésorerie auprès du même organisme de crédit. Ça, c'est dans les conditions habituelles. C'est, vous savez, pour pallier le versement des subventions qui est retardé alors que les travaux ont été effectués. Donc, 2 lignes de trésorerie, une de 500 000 € et une de 700 000 €. Voilà. Pour 2023, le montant prévisionnel exclu budget sera de 800 000 €. Donc 800 000 €, on monte de 6. Jusqu'à présent, c'était 700 000 € par an, hein, vous vous souvenez. Donc nous montons à 800 000 € pour financer les besoins de la collectivité. Les charges de personnel maintenant. Les charges de personnel varient de 6,29% de 2021 à 2022 en raison de plusieurs facteurs. Donc, les facteurs exogènes, je vous en ai parlé déjà. Il y a une revalorisation en plus de carrière pour les agents de catégorie C, hein, puis le GVT habituel. Les facteurs endogènes, c'est la revalorisation du régime indemnitaire des agents, le RICSEP, on en a déjà parlé, ça c'est une décision du collège de la collectivité qui est intervenue au 1er septembre 2022. Le recrutement du nouveau directeur des services techniques avec une période de tuilage du 1er avril au 31 décembre. Et le recrutement du nouveau responsable du service urbanisme, environnement, risque foncier au 1er juin. Au budget 2023, les dépenses de personnel auraient varié de seulement 1% en raison d'une part du départ de plusieurs agents en retraite, invalidité ou mutation, d'autre part la modification du contrat d'assurance statutaire induisant une diminution de taux. Je l'explique brièvement. Nous nous sommes rendus compte que le risque était trop coûteux pour nous dans la mesure où on passait avec une compagnie d'assurance. Et en fait, selon le risque défini, il est parfois plus intéressant pour la collectivité d'être son propre assureur. Surtout quand le risque est très très faible. Si le risque est très très faible, nous pouvons effectivement financer ce risque s'il se produit. Donc voilà, réduction du contrat d'assurance statutaire. La section de fonctionnement, après les deux sections du budget, la section de fonctionnement et la section d'investissement. La section de fonctionnement pour l'instant. Entre 2021 et 2022, les dépenses de fonctionnement sont en progression de 7,66% et les recettes de 9,36%. Il est indiqué que les années 2020 et 2021 ne sont pas significatives, évidemment, nous étions en plein Covid. Donc ce n'est pas significatif. Concernant les dépenses, les hausses s'expliquent par l'inflation, notamment sur les dépenses énergétiques, 86 000 €. L'application du prélèvement au titre de la loi CRU pour manque de logements sociaux, toujours à 125 000 €. Ça, c'est important parce que ça en coûte. Et la condamnation de la commune pour l'affaire, dans l'affaire de la RHI, 59 000 €. Et enfin, la provision constituée pour les créances douteuses que l'on nous oblige, on a passé une délibération sur ce sujet, on nous oblige à constituer. C'est l'application des textes en matière financière. En revanche, la subvention versée au CCAS est en diminution, moins 56 000 €, ainsi que celle versée à la crèche du Jardin des Pommes, 72 000 €. Et là, c'est tout simplement pour le Jardin des Pommes le fait que la subvention CAF ne passe plus par nous. Et la crèche reçoit directement ces subventions. Donc, nous serons pris de boîte en lettres. En matière de recettes, les produits du domaine et des services sont en nette augmentation, 242 000 € en raison de la nouvelle tarification des occupations du domaine public, nous avons validé, des garderies scolaires et de la reprise des activités culturelles et de loisirs. Les impôts et taxes connaissent également une augmentation significative en raison de la dynamique de base des impôts fonciers, la taxe sur la consommation et l'électricité, les droits de mutation. Donc les dotations et les participations sont en diminution en raison de la baisse de la dotation forfaitaire,
dotation forfaitaire DGF, dotation générale de fonctionnement, globale de fonctionnement, et les subventions de la CAF. Les produits exceptionnels enregistrent le produit de la cession de l'ancienne caserne de pompiers et du local du syndicat d'initiative, j'en ai déjà parlé. Pour 2023, les dépenses de fonctionnement sont estimées en augmentation d'environ 3% par rapport à celles inscrites au budget 2022, notamment en raison de l'augmentation des dépenses d'énergie et des charges de personnel. Alors, pour l'énergie, avec toutes les réserves d'usage, bien sûr. La commune devrait bénéficier de l'amortisseur électricité, espérons-le, décidé par l'État. Et voyons surtout ses modalités. Le montant des dépenses réelles de fonctionnement atteint, et alors là, c'est ce qu'on nous oblige, la préfecture nous oblige à mentionner cet item. Donc, le montant des dépenses réelles de fonctionnement, au sens de l'article 13, dont je laisse le texte, atteignait 9 717 500 au budget 2022, qui sera porté à 9 930 000 euros en 2023, soit une évaluation positive de 212 500. Les recettes devraient varier de 3% en raison de la forte augmentation des bases fiscales indexées sur l'inflation, j'en ai déjà parlé, 7,1%. La commune ne devrait pas bénéficier du filet de sécurité en raison de l'augmentation des bases aussi. La section d'investissement maintenant. En 2022, les dépenses d'équipement restent à un niveau élevé, à 3 918 832 euros, auxquels se rajoutent 306 885 euros de reste à réaliser. Les subventions et participations s'élèvent à 1 072 444, avec 123 714 euros de reste à réaliser. Les dépenses d'équipement ont été couvertes à hauteur de 28% par les subventions, 22% par l'emprunt et, c'est très important, 50% par l'autofinancement. Les principaux équipements réalisés en 2022 sont les travaux d'entretien des bâtiments communaux et du code, pour l'occurrence, vous en avez l'habitude, réfection des allées du cimetière communal, l'acquisition du terrain Bernard à Lascours pour faire fin à l'affaire Ville-Bernard, qui a duré trop longtemps, la fin de l'opération de l'espace Léon David, la rénovation du stade Léon David, la création de la maison des associations L'Univers du Cigalon, les premiers honoraires de la création de la nouvelle école élémentaire, et enfin des travaux d'éclairage public, des travaux récurrents aussi. Pour 2023, les dépenses d'équipement prévisionnelles s'élèveront à environ 3 millions d'euros et comprendront notamment des travaux d'entretien de bâtiments communaux du cimetière et de la voirie. Les opérations votées en APCP se poursuivent. Donc, la rénovation du stade Léon David, c'est la fin de l'opération. La création de la maison des associations de l'Univers du Cigalon aussi. Et le début de la construction de la nouvelle école élémentaire de l'Argentina. J'en ai parlé tout à l'heure avec le début des honoraires, le versement des honoraires. Le produit de cession de l'ancienne trésorerie sera inscrit à hauteur de 550 000 euros. Je pense que l'acte de vente devra être signé sous peu. Le 21 février, monsieur le maire. Ah, c'est bien, c'est mon anniversaire, monsieur le maire. C'est parfait. Très beau cadeau, très beau cadeau. C'était choisi, hein. Merci, ça me touche beaucoup. Ainsi que les opérations d'ordre de session du conseil départemental de l'ancienne gendarmerie, ce qui n'avait pas été fait. Oui, l'ancienne gendarmerie, c'est une construction, comme disent les jurys, c'est une construction sur sol d'autrui. C'est-à-dire que le transfert n'avait pas été fait à l'époque. Donc le département avait construit des bâtiments sur un terrain communal. Donc bien évidemment, en respectant l'engagement de la collectivité de l'époque, et nous allons procéder à ce transfert de propriété. Voilà, monsieur le maire, j'en ai terminé. J'étais un peu long, excusez-moi. Mais... C'est un acte qui est fondamental. Le fondateur pour l'année à venir, pour l'année 2023, puisque bien évidemment, c'est le don, c'est les bonnes orientations budgétaires. Et je tiens déjà à vous remercier pour ce rapport. C'est jamais simple par rapport à ce que vous avez expliqué. Je crois qu'il faut aussi, au vu des résultats, remercier l'ANSA de nos services.
parce que nous avons vécu une année excessivement compliquée, une année difficile, avec, comme tu l'as rappelé dans le plan de débat d'orientation budgétaire, beaucoup de charges qui nous sont arrivées de droite et de gauche, sans savoir comment on allait y arriver. Et encore une fois, on y est arrivé, et j'ai eu le plaisir samedi dernier d'annoncer que pour comme une année, j'ai dit 2018, petite augmentation en 2018, on se rappellera que cette augmentation des taux en 2018 était due à la suppression de la taxe d'habitation. Et comme on ne savait pas trop où on allait, on avait bien raison, on avait voulu mettre un peu des noisettes dans le nid, donc on avait augmenté légèrement. C'était la première augmentation en 10 ans, puisque en 2008 nous n'avions pas voté le budget, mais dès 2009, on n'a jamais augmenté les taux. Donc je veux dire, quand on arrive comme ça, après 15 ans de gestion, montant 14 budgets, à augmenter les taux une seule fois, uniquement par rapport à une décision critiquable de la taxe d'habitation, parce que l'incidence, on ne va pas s'en apercevoir maintenant, mais on s'en apercevra dans quelques années. Je suis à même de l'expliquer si certains veulent des explications. C'est une bonne question, mais cette gestion-là, elle a revenu, le mérite a revenu surtout à nos employés, je tiens à les remercier, notamment notre directrice générale des services, Madame Cathy Bessy, et toutes ses équipes. Je ne peux pas citer tous les services, mais tout le monde travaille excessivement bien dans cette municipalité. Et si souvent les fonctionnaires, notamment les fonctionnaires territoriaux, sont critiqués, voire raillés, je crois que certains devraient venir ici voir un petit peu comment ça travaille par rapport aux résultats obtenus. Voilà. Un grand merci à vous tous qui êtes derrière moi et qui nous aidez au quotidien. Maintenant, si vous voulez bien, on va répondre à des questions s'il y a des questions. On peut les applaudir. Des questions, des précisions. Madame Fouquet. Oui, j'aurais donc deux questions, deux points abordés sur le contexte économique budgétaire. D'ailleurs, je vais commencer par ce qui concerne la taxe d'habitation, puisque vous en avez parlé. Moi, je veux bien écouter vos explications, parce que vous dites la suppression de la taxe d'habitation qui, bien que compensée, réduit encore les marges de manœuvre à venir des collectivités. Donc moi, je sais effectivement que sur notre commune, c'est à peu près 2260 foyers qui aujourd'hui sont exonérés de cette taxe d'habitation. Il me semble qu'elle est compensée à l'euro près, ça. Vos services peuvent nous le dire, confirmer ou confirmer. Mais expliquez-nous effectivement en quoi les marges de manœuvre à venir des collectivités sont contrariées. Une raison toute simple, c'est que quand le gouvernement compense, il compense à l'année N. Ce qui veut dire que les 2 260 000, le chiffre est juste ce que vous dites, et le chiffre à l'année N. On perd toute la dynamique de cet impôt, puisque bien évidemment, toutes les constructions, tous les logements qui s'ouvrent à tout le monde, bien sûr, ne sont pas eux taxés à la taxe d'habitation, et automatiquement, on perd ce qu'on appelle la dynamique. Donc sur cette base-là, dans 4, 5, 6 ans, il y aura des nombreux logements qui se seront construits sur Roquevert, il y aura des maisons qui se seront transformées, il y aura des piscines qui seront construites, il y aura des garages qui seront faits. Tout ça, ça augmente la valeur locative. Tout ça, c'est la base de la taxe d'habitation. Et bien évidemment, on va perdre des sous. Et ça, c'est pas Yves Ménard qui le dit, même si j'ai une formation de fiscaliste. L'ensemble des partenaires de toutes les communes qui nous suivent nous avaient prévenu justement comme quoi c'était une hérésie, cette suppression. Et on a bien compensé, on a compensé à l'année. Malheureusement, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, et vous le voyez tous, ça va devenir compliqué. Donc ce n'était pas une bonne idée à mon sens, puisque vous l'avez tous compris, au point de vue taxe maintenant, nous avons un taux à voter, c'est la taxe uniquement sur les propriétés, sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti. Le foncier non bâti, je passe sous silence, ça représente, je crois, 80 000 € pour la commune. C'est une bricole, même pas. Il nous reste la seule marge de manœuvre, c'est la taxe foncière qui s'adresse à qui? Qui s'adresse finalement aux propriétaires. Et c'est pas nécessairement parce qu'on est propriétaire de logements sur Roquevert qu'on est riche. Et malheureusement, c'est le seul vrai levier de manœuvre que l'on a. On a beaucoup de gens qui ont sur Roquevert une maison. Peut-être que dans le contexte actuel, ils ne pouvaient pas la construire, cette maison. Ils l'ont construite il y a 15, 20 ans, 30 ans.
Et là, Italie s'y retrouve, et c'est la seule manière que l'on ait de faire, c'est uniquement d'augmenter ce taux de taxe foncière. Mais vous l'avez vu, pour l'instant, on arrive à ne pas l'augmenter, je le soulignais, grâce à la gestion qui est faite ici à Roquemerle. Voilà pourquoi j'étais contre la suppression, comme beaucoup d'ailleurs, toutes les tendances politiques confondues, de la suppression de la taxe d'habitation. D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu que notre métropole, qui est dans des situations financières des plus catastrophiques, l'a déploré aussi, tant et si bien que dans les mesures qui ont été prises, que nous allons voter prochainement, nous allons augmenter la taxe d'habitation qui est conservée sur les résidences secondaires. Parce que vous n'avez pas perdu de vue que autant on peut à un moment donné voter, supprimer la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle n'est pas sur les résidences secondaires. Je ne dois pas cacher quelque chose. Nous avons réfléchi, même si le chiffre n'est pas énorme, à augmenter le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, parce qu'il y en a sur Roquemerle. Seulement, on s'est rapidement retrouvé avec les mêmes textes aussi simples que ce que nous a expliqué Gilles, entre le filet, l'amortisseur, le ci, le là. On ne pouvait pas, c'est la loi des finances qui le demande, augmenter le taux sur les résidences secondaires si jamais on ne mettait pas le taux de taxe sur le foncier bâti. Puisque les taux étaient liés d'après la loi. Donc on s'est renseigné, on n'a pas pu le faire, donc on n'a pas. Voilà où on en est. Voilà l'explication comme quoi la taxe d'habitation n'était pas une bonne idée que le gouvernement avait eue, mais ce n'est pas la seule. Après. Juste un complément par rapport à ce que vous venez de dire. La somme qu'on reçoit de l'État, compensation de la taxe d'habitation, il n'est pas prévu dans la législation qu'elle soit actualisée ou augmentée au fil des années. Le problème, c'est qu'elle sera actualisée, mais à mon avis, par loi des finances, qui va me dire cette année, mais ça ne soulignera pas la dynamique que peut avoir le commune. C'est-à-dire qu'ils voteront un taux, à un moment donné, d'actualisation de la compensation, mais ils ne seront jamais, premièrement, ils ne suivront pas l'évolution de la commune, et puis ils ne seront jamais à ce qu'on peut encaisser. J'ai vu là l'état de constructivité de notre commune, c'est pareil, au bout d'un moment, ça arrive à plus ou moins à saturation. Dans les bases, il n'y a pas que la constructivité, monsieur Bouvier. Il y a des maisons qui sont rachetées, qui sont améliorées, ça change les valeurs locatives, ça change les bases. Donc c'est ce qu'on appelle un impôt dynamique, sa vie. Vous rajoutez une piscine, vous rajoutez un garage, vous rajoutez une pool house, ça vie. Ça fait à la fois de la matière en base fiscale pour la taxe sur le foncier bâti, mais ça faisait aussi à l'époque de la taxe sur l'habitation. Et ça, malheureusement, on le maîtrise. Bien sûr, puisque nous avons la chance d'avoir une conseillère départementale, dans cette salle, je vais profiter de lui donner un bon exemple de ce dont on vous décrit ici, c'est le RSA. Le RSA, n'est-ce pas? Je vois que tu hoches la tête. Le RSA a été compensé à l'euro près. Et tous les départements de France sont en grande difficulté à cause de ce RSA qui a explosé et qui n'a absolument pas, enfin, dont l'évolution n'a pas été compensée. Voilà. Puisque je rappelle que le budget, en fait, c'est 2,5 milliards de fonctionnement, le budget du département, 2,5 milliards de fonctionnement, et uniquement 700 à 800 millions d'investissement. C'est un budget totalement déséquilibré. Pour un très gros département. 65 000 RSA. Comment? 65 000 RSA. Oui. Voilà, c'était tout. D'autres questions? Moi, le deuxième point que je voulais aborder sur ce paragraphe de contexte économique budgétaire, c'est en fait c'est plutôt une remarque sur les propos que vous donnez concernant donc l'instabilité illustrée par le marché du coût de l'énergie sur l'année 2022, dont les collectivités subissent de plein fouet les conséquences et qui conduit notamment à Roquemerle, on a voté une délibération en ce sens, à la diminution de la durée de l'éclairage public et à l'optimisation du chauffage des bâtiments. Donc là, j'ai envie de dire, mais tant mieux que le coût de l'énergie nous fasse enfin prendre conscience de ce qu'est l'éco-citoyenneté. En même temps, c'est un petit peu dommage. Par contre, la façon dont c'est tourné, et là, je vais vous taquiner un petit peu, monsieur le maire, quand même. On a l'impression que vous êtes un écolo contraint.
Moi, Oui. je suis On a l'impression qu'on a été obligé je suis de une faire, talibane. de faire des économies d'énergie, alors que les économies d'énergie sur le long terme, c'est toujours rentable dans le temps et c'est un réel investissement. C'est pour ça que notre groupe d'élus, en 2020, voilà, avait appuyé sur ce point-là et appuyé sur la nécessité de la rénovation énergétique des bâtiments, faire un programme détaillé sur un quinquennat, etc. Voilà. Je ne pas, je suis talibanais. J'ai pas compris. Ne me taquinez pas, je suis un talibanais. Un taliban Comme vert. vous. Non, moi je les appelle les Khmers verts. Après, d'autres remarques. Madame Dosson. Oui, monsieur le maire. Donc j'avais quelques remarques à formuler sur, puisqu'on délibère de l'orientation budgétaire, enfin une délibération. Donc sur la section fonctionnement, il me semblait quand même, bon, j'ai bien écouté les explications de Gilles Gaoté, mais il me semblait qu'il y avait des faiblesses dans le scénario retenu à 3% d'augmentation. Mais bon, dans les dépenses de fonctionnement, alors que l'inflation est à 7%. Je voulais faire aussi la remarque de la non prise en compte suffisante de l'inflation, par exemple sur les produits alimentaires. Comment vous allez, je suppose que vous fonctionnez en régie ou... Les produits alimentaires, Madame Dosson, on achète très peu de produits alimentaires, si ce n'est dans le cadre des cantines, dans le cadre des marchés. Donc, Mais ça, c'était prévu. oui, mais au fur et à mesure, on s'augmente. J'ai eu une réunion avec Terre de Cuisine demain, où justement, Terre de Cuisine nous dit qu'il faut augmenter le marché, parce que nous, vous servir les prestations Voilà. qu'on nous sert à l'heure actuelle. Oui, il y a une augmentation. Ah, bien sûr. Mais on fait très peu de sandwich, hein, mais... Non, je parlais plutôt des écoles. Non, mais c'est des écoles, c'est marché. Je peux répondre? Les marchés alimentaires, on ne fait pas. Oui, en fait, le titulaire du marché nous dit que son marché est totalement déséquilibré. Oui, oui. Et dans ces cas-là, ils peuvent utiliser ce que les juristes appellent la théorie de l'imprévision. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire que le marché est devenu inapplicable, et à ce moment-là, on est obligé de... C'est sous le contrôle du juge, bien sûr, hein, on est obligé d'arrêter le marché, de reconsulter. Évidemment, on a tout intérêt à essayer de trouver des solutions avec notre titulaire actuel, d'autant qu'il nous donne de grande satisfaction, pour sortir de ce dossier. On est des pièges, là, Madame Dosson. Oui, j'ai bien compris, mais du coup, je l'avais vu mentionner nulle part. Ça fait partie des hausses qui d'ailleurs, et vous, j'ai l'impression qu'il y a un amortissement, enfin, qu'il y a 3% simplement. Donc, c'est très bien, hein, tant mieux. Et on fait des économies 3% en globalement. Ouais. On fait des économies en parallèle. On a demandé, lorsque le budget prévisionnel allait être voté, le budget politique, à tous les services de faire 10% de monnaie de panne. C'est le chiffre qui avait demandé. Mais je En pense fait, lorsqu'on a commencé... en fonctionnement, on est bien d'accord, on parle du fonctionnement pour l'instant. Oui, mais Mais est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez du personnel qui est parti à la retraite? Lorsque nous avons entamé le cycle de conférences budgétaires, donc l'an dernier, nous avons fixé comme feuille de route à l'ensemble des services moins 10% par rapport au budget de l'année précédente. Et les services ont travaillé. Et donc, Moi, c'était juste pour avoir quelques précisions supplémentaires. Hein. Si vous avez des pistes, voilà, quelles étaient vos pistes en tout cas? Et en... Mais la piste, à part essayer de réduire au maximum ce qu'il est possible de faire pour pouvoir permettre de financer ce qui nous est imposé, là, on n'a pas de solution miracle, malheureusement. J'avais d'autres quelques petites remarques, j'enchaîne sur la section investissement. Bon, je rejoins aussi un peu ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure. Pourquoi ne pas lancer un diagnostic complet énergétique sur les bâtiments communaux pour définir justement une stratégie pluriannuelle d'investissement qui feront faire du coup à court et moyen terme des économies. Alain va vous répondre, mais c'est Non, c'est un cours. On fait toutes les démarches possibles et nécessaires pour pouvoir financer, parce que c'est des questions de finance, les réflexions des bâtiments. Mais en fait, nous, on voulait juste savoir si vous allez nous proposer
un plan d'investissement, en sachant que vous pouvez faire appel à l'aide exceptionnelle du conseil départemental, justement, pour faire ce diagnostic énergétique. On a voté en décembre 2022 ce plan qui permet aux communes d'avoir un diagnostic gratuit, en fait. On dépose très souvent des demandes de subvention au conseil départemental. Je crois qu'il y en a une dizaine qui sont pendantes, sur lesquelles on ne trouve pas de réponse. Donc là, typiquement, pour le diagnostic. Et surtout que si vous faites appel à l'aide du département, vous pouvez derrière faire appel au fonds vert de l'État. Donc, qui prend en compte 80%. C'est un coup. On est en train de le faire. Voilà, donc c'était des petites pistes. Hein. Donc n'hésitez pas à demander pour le coup l'aide du département pour ce diagnostic. Merci de ce que Effectivement, le fonds vert ne nous a pas échappé. Voilà, Je le n'en ai fond- pas parlé parce Oui. que pour l'instant. Mais le fonds vert, vous n'y avez le droit C'est que l'État. si vous faites appel au... Exactement. Il faut d'abord passer par la case conseil départemental. Conjoint, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Ok. Voilà, c'était juste... Oui, Madame Benkewan vous a apporté une précision. Non, j'ai pas tout compris ce que tu disais concernant l'augmentation du prix de l'électricité et que c'était. Voilà, si tu pouvais réexpliquer ce que tu étais en train de dire. Parce que tu disais que c'était une bonne chose que l'État ait augmenté le prix. Enfin, j'ai pas bien compris. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et le taquiner, monsieur Je le maire. taquinais. Non, mais justement, simplement. Je trouve dommage effectivement qu'on soit confronté à une augmentation des coûts de l'énergie pour prendre conscience de l'importance de ce que c'est que l'économie d'énergie. Voilà, tout simplement. Et que je pense que c'est quelque chose qui aurait pu, sur notre commune, Oui. à titre individuel ou dans nos foyers, quelque chose qui aurait pu être effectivement réfléchi bien en amont. Parce que nous sommes alertés par des techniciens, des experts, des scientifiques sur la nécessité de faire des économies d'énergie depuis très longtemps, 25 ans. on est d'accord, mais aujourd'hui, effectivement, on nous dit contraint quand tu dis qu'on est contraint quand même. On nous dit, le gouvernement, il faut mettre la machine à telle heure, il faut faire ça. Non, c'est la vérité, c'est ce qu'on entend à la... Non mais C'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, on nous contraint parce qu'on nous dit on va avoir des coupures d'électricité. Après, toutes ces petites choses d'économie d'énergie, ça s'est fait petit à petit depuis des années, mais aujourd'hui, ce qui fait vraiment changer toutes les mentalités et ce qui fait accepter à tout le monde, c'est la contrainte financière. On est d'accord. on est Aussi, oui, on est d'accord. d'accord. Et c'est dommage. Mais on nous oblige effectivement à diminuer dans les bâtiments. On nous a même dit quelle température il fallait mettre dans les écoles. On nous oblige aujourd'hui à faire des choses. Mais enfin, le contrôle de la consommation d'énergie est quand même relié à ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc ça me semble tout à fait nécessaire d'en arriver là. Alors, j'ai Après, est-ce que le prix de l'électricité actuel, le prix réel de la consommation d'énergie? Je pense. Si il est à 800 €, il sort des usines d'EDF à 80 €. Voilà, c'est tout. C'est encore On va pas lancer le débat sur l'énergie. On va rester concentré, si vous voulez, sur le. Si vous le permettez. Alors, je pense que sur ce débat-là, ce n'est pas l'objet ce soir. Et c'est pas le lieu non plus. Je pense qu'on n'a pas tous les éléments pour lancer le débat et confronter les idées. Et puis, il faut faire très attention à la prise d'information. C'est un bon conseil que je vous donne, amis. Si vous le permettez. On est des conseils. Alors, Judith, est-ce que tu avais fini? Je n'ai pas fini en fait. Donc, je vais repasser le micro à ma Sur collègue. l'Europe, toujours sur l'Europe. Oui, je reviens donc aux robes. Excusez-moi. Hein, mais bon. Le verrou. J'avais besoin de précision juste sur la commune bénéficie ou pas du bouclier de l'État. Parce qu'en fait, sur une... Oui, mais j'ai pas compris. Mais vous avez une phrase comme la commune devrait néanmoins bénéficier d'amortisseurs électricité. Oui,
C'est l'amortisseur, ça. Et bah, juste me préciser parce que j'ai pas. Vous avez confondu le bouclier et l'amortisseur aussi. Voilà, exactement. Je reprends. Mais je sais que c'est pas simple. Non. Je ne fais pas la démonstration totale, mais je répondais à Mme Frigueur parce que j'avais le sentiment d'avoir été un peu allusif la dernière fois. Donc nous avons 3 dispositifs. 1, le filet de sécurité, nous n'y avons pas droit malheureusement. 2, le bouclier tarifaire, c'est uniquement les collectivités inférieures à 10 agents, donc nous n'avons pas droit. Le 3e, c'est l'amortisseur électricité, c'est pour 2023, il sera calculé ex post en 2024, mais pendant 2023, nous pourrons bénéficier d'un compte. Et je ne peux pas vous en dire plus, que nous sommes évidemment, que ça passe par le SMED, dont je vous ai déjà parlé, qui a mixte l'électrification départementale, le SMED 13. Donc c'est eux notre principal interlocuteur, et c'est par lui que les 2 fournisseurs d'énergie seront consultés, j'imagine, et nous en saurons un peu plus dans les prochains mois. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le débat d'orientation budgétaire? Oui, il y a d'autres questions. Écoutez, on va prendre. Pas au hasard. Pas au hasard. L'une après l'autre. C'est ça, une après l'autre. Par le début. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, concernant les résultats prévisionnels de 2022 et l'épargne, par rapport aux chiffres, Gilles, que vous annoncez, oui, c'est tout au début, analyse de la situation. Je suis d'accord. D'accord. Donc, vous annoncez une épargne nette en augmentation. Est-ce que vous pouvez en éclaircir les mécanismes? Est-ce que ça vient du fait que vous avez emprunté? Non, c'est simplement les résultats. Vous savez, vous connaissez la différence entre l'épargne brute et l'épargne nette. Ça devient vite technique. On prend la section de fonctionnement. On fait recette moins dépenses. Ça nous sort une épargne brute. On enlève le montant à cette épargne brute, le montant du capital versé sur l'année. Et on obtient l'épargne nette, l'investissement. Je suis clair? À partir de là. Non, parce que je me posais la question de savoir si c'était lié à l'emprunt d'1,2 million. Non, pas du tout. Absolument pas. C'est le fonctionnement. Voilà, sur le fonctionnement. Donc je vous remercie. On n'a pas le droit, je le répète chaque fois, de faire fonctionner les municipalités à la différence de l'État. On doit présenter les comptes en équilibre. On n'a pas le droit d'emprunter pour faire fonctionner le mairie. Et en équilibre, section par section. Et la section de fonctionnement doit être équilibrée comme la section d'investissement. Merci Gilles pour la précision. Avec plaisir. En ce qui concerne la fiscalité, je voulais quand même remercier Monsieur le maire de ne pas augmenter nos impôts. C'est pas moi qui vous remercie. Le taux de base n'augmentait pas. Le travail des équipes. Et les équipes de Monsieur le maire, donc, en sachant que le taux d'imposition chez nous à Roquevert est quand même déjà très élevé. Vous savez pourquoi? Je le répète à chaque fois, on a des bases qui sont faibles. Je l'ai expliqué 1000 fois. Les bases ont été faites sur des procès-verbaux qui datent de 1971. Excusez du peu, ça fait 52 ans. Certains n'étaient pas nés. Quelques-uns ont été pris sur procès-verbaux. Et la même maison sur Aubagne, la Destruc ou la Bouilladis ne dégage pas la même valeur locative, c'est-à-dire quelque part le même revenu cadastral sur lequel on applique le taux. Donc automatiquement, ça explique pourquoi les taux sur Roquevert ont toujours été historiquement élevés. Les bases ne sont pas les mêmes. Mais c'est une erreur qui n'a jamais été corrigée depuis 52 ans par nos gouvernements successifs, quels qu'ils soient. Et malheureusement, si je peux, malgré les efforts de Monsieur le maire, je pense qu'il faut le dire, parce que Monsieur le maire est souvent en relation avec les services fiscaux pour justement ils prennent en compte très très rapidement les augmentations de base. Malgré ces efforts répétés, eh bien, nous avons quand même des bases qui sont relativement faibles par rapport aux communes de strates comparables. Merci pour ces explications. Après, concernant la dette, donc, en ce qui concerne les emprunts, si je ne me trompe pas, il y a des emprunts à long terme,
à taux fixe et des emprunts à court terme à taux variable. Sur Non, pas du tout. Pas du tout, madame, pas du tout. Les emprunts à long terme peuvent être à taux fixe ou à taux variable. Et les emprunts à long terme à taux variable, dans une période inflationniste, comme je l'ai évoqué, c'est très risqué. Alors, un emprunt à taux variable peut avoir une valeur faciale intéressante, mais malheureusement, on ne maîtrise pas sur une vingtaine d'années l'évolution de l'inflation. Non, j'ai bien dit que les emprunts à long terme étaient à taux fixe. Oui. Moi, je parle des deux emprunts de 500 000 et 700 000 euros. Non, ça c'est pas du tout ça. Ce sont des emprunts à court terme. C'est un autre dispositif. Et ce sont d'autres indices. Et on part sur un indice qui est publié, qui est l'Euribor 3 mois. Oui. Et la banque rajoute une marge. Mais on ne peut pas avoir sur les emprunts à court terme un taux fixe. C'est pas possible. Non, mais c'est bien ce que je dis. Ça, je n'ai pas de souci avec ça. Alors, La question, c'est par rapport à l'Euribor, comment est-ce qu'il varie et quelles sont les conséquences? L'Euribor, c'est un indice. C'est un indice qui est fixé, c'est un indice européen maintenant, c'est fixé par la BCE, et c'est un indice qui est choisi par les établissements bancaires pour pouvoir faire, si vous voulez, un effort sur ce montant pour pouvoir obtenir son financement. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous avez un Euribor 3 mois avec une marge de 0,60, mais il est possible qu'un autre établissement bancaire vous propose 0,50 ou un autre 0,70. C'est un indice, c'est un peu comme l'indice de prix à la consommation, si vous voulez. C'est quelque chose qui s'impose à tous. Et à partir de cet indice, on fixe la rémunération de la banque. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Si, le comparatif avec le crédit à la consommation est pertinent. Donc, sur ces deux lignes de trésorerie, à court terme, donc de 1,2 million. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Oui, on en a besoin un jour. Je n'ai pas posé ma question. Non, mais je vous l'explique. On a par exemple, on en a besoin en trésorerie. C'est beaucoup moins en besoin de trésorerie. Vous en avez besoin, vous êtes dans une semaine. Une semaine, le lundi, vous avez besoin d'une somme pour payer vos dépenses. Donc vous tirez sur la ligne de trésorerie. Le jeudi, vous n'en avez plus besoin. Vous remboursez. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. C'est très rapide, très volatile. Mais ça j'ai très bien compris, Gilles. Mais aujourd'hui, donc, si je reprends mon argumentation, donc ce crédit à court terme, on va dire de 1,2 million, vous l'annoncez vous-même dans le DOB 2022, c'est donc une avance pour pallier au décalage entre le paiement des dépenses et l'encaissement des subventions. Ce n'est pas versé. Oui. Vous comprenez, ce n'est pas versé. Mais oui, mais c'est bien ce que je suis en train de dire. Donc le montant des subventions encaissées aujourd'hui est annoncé à 1 072 444 euros. Il reste donc 123 714 euros à encaisser. Je vous pose donc la question, moi aujourd'hui, sur le solde actuel des deux lignes de trésorerie, 500 000 en mars 2022 et 700 000 en mai 2022. Non, je comprends pas la question. Est-ce que vous avez bien affecté les subventions au remboursement de trésorerie? Parce que les échéances de remboursement arrivent. Non, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah mais alors expliquez. Ça va être difficile de vous expliquer. Moi, je veux bien à un moment donné que Gilles ait le devoir de pédagogie, et on n'est pas là pour faire un cours de fiscalité sur les communes. Donc, Alors moi, ce que je comprends sur ce paragraphe-là, effectivement, c'est qu'il y a un crédit à long terme, comme dans les foyers, et des crédits à la consommation. Et que ces crédits à la consommation viennent pallier. ça n'a rien à voir. C'est pas ça, madame. C'est pas ça du tout. On peut ne pas en avoir besoin du tout. Et on peut ne pas tirer du tout sur ce montant. C'est une précaution. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mis en place pour pouvoir permettre de payer des dépenses à un moment donné, parce que je dis ça parce que c'est l'exemple type, en attendant le versement d'une subvention. C'est-à-dire que sur l'année, pour être plus clair, on aura la totalité des dépenses et la totalité des recettes, mais il peut y avoir des décalages.
dans un certain mois, même c'est au niveau de la semaine. Hein. L'exemple que je vous donnais est tout à fait réaliste. Hein. Donc ces sommes, si vous voulez, elles ne rentrent dans les finances de la collectivité que dans la mesure où elles sont appelées et elles peuvent ne pas l'être. Cette année, vous avez pris, puisque vous... Mais non, 2022, Oui, ça se passe on à les prend et on les rembourse. Bah, c'est ce que je suis en train de Vous dire. avez été servi cette année ou pas Vous avez été servi ou pas cette année c'est un fonctionnaire, vous le jouez. Eh bien, répondez. Oui, donc le principe, parce qu'à quel moment vous êtes servi cette année alors Et à un moment, ils sont de combien Ce sont des allers-retours, le souffle. D'accord, Mais pour faire assez simple. le but de la question, c'était ça, c'était de savoir ce qui avait été consommé ou pas consommé. Voilà. Allez, ça sera sur le CA. Oui. Donc on attend le vote du budget. Très bien. Vous ouvrez au compte administratif du exactement, oui, qu'on a tiré une trésorerie, c'est qu'on ne l'a pas tiré. Là, vous arrivez avec le poids parce que vous êtes à peine bouffe. Il faut que, quand vous expliquez les choses, vous n'avez pas compris. C'est pas nécessairement Vous obligatoire. n'êtes pas obligé d'être Depuis une quart d'heure, on vous explique les trucs, c'est pas Vous ça. comprenez comment ça fonctionne, on vous demande simplement. On est là pour poser des questions. Le principe est découvert. Vous prenez l'argent, bien vous avez, c'est tout, on vous demande. Bon, vous avez répondu à la fin, vous nous direz pour le prochain budget. Voilà, c'est tout. Répondez-nous pas, c'est simple. Alors après, Oui, il me restait juste deux petites choses. Sur la section de fonctionnement, pourquoi les sommes versées au CCAS sont en diminution, moins 56 000 euros, pardon. Parce que la subvention, le CCAS, c'est bien géré et c'est une subvention d'équilibre qui est versée par la commune. Donc on ne verse que ce qui est nécessaire à l'équilibre du budget du CCAS. Il s'est avéré que le CCAS, je le rappelle, fonctionnant bien, on a pu verser moins que les années précédentes. Que ce qui était prévu. Très bien. Et l'application du prélèvement au titre de la loi SRU pour manque de logements sociaux de 125 000 euros, il est moindre, non? Il me semble, c'était à 160 000 euros, non? oui, L'année précédente? Non, 127. 127. il est à 125 000 euros. Et bien sûr, on va avoir le grand tour là avec monsieur le préfet. Et j'espère on ressortir indemne. Pour mémoire, il manque 622 logements sociaux pour être sur la commune. Pour être dans la... On en a déjà parlé maintes fois. Eh oui, mais il manque quand même On parlait tout à l'heure des lois inadaptées qui arrivent aussi au bout de ce qu'elles peuvent proposer. Je pense que la loi SRU, elle doit être révisée également. Elle a déjà été révisée. Ce qui ne il y a remet pas en longtemps. question Il y a pas très la longtemps. nécessité de loger un maximum de Oui, personnes. on a quand même 207 demandes de logement recouvert. Et on a 2354 personnes qui demandent de recouvert, dont à peu près 350 personnes en premier choix. Donc on a quand même des besoins. Et il y a déjà eu très récemment une révision de la loi SRU avec la loi 3DS. On a eu d'ailleurs une réunion récemment en préfecture pour ça, parce que justement, le 26 janvier, c'est ça, pour que justement toutes les communes expliquent Alors j'entends le nombre de demandes, mais ces besoins s'entendent aussi en termes de ressources. On va accueillir un nombre de personnes exponentiel, mais jusqu'à quand? C'est ce qu'on explique. La loi SRU. Et malheureusement, personne ne nous écoute. Donc c'est ce qu'on explique. Moi, c'est vraiment une question aujourd'hui. Elle a un défaut structurel aujourd'hui. C'est un peu ce. Toutes les communes ont un peu le même ressenti parce qu'on n'est pas la seule commune à avoir une susceptibilité. Et donc, il y a beaucoup, on s'est rendu compte à cette réunion qu'il y a beaucoup de communes qui ont le même ressenti que nous. Donc, on a dit au préfet toutes nos interrogations. Maintenant, on attend un retour. Dans 2 mois à peu près, au mois de mars, va avoir lieu ce que j'appelle le grand oral triennal, où monsieur le préfet va convoquer toutes les villes qui sont déficitaires pour lui, c'est-à-dire qui ont moins de 25% de logements sociaux. Il va regarder la feuille de route qu'il avait donnée sur les 3 années antérieures et il va dire un nombre d'entre nous, messieurs, bien évidemment,
évidemment, vous n'avez pas rempli les objectifs que vous avez demandés, objectifs qui sont inatteignables. Donc là, il va falloir avoir les arguments pour éviter que monsieur le préfet prenne la colère comme il avait fait l'année dernière et qu'il multiplie l'amende par 5. Je crois que c'est mon ami Robert Dagorne, le maire en aiguille, qui était passé d'un seul coup à 900 000 euros d'amende, qui était allé au tribunal administratif et bien évidemment qui a été débouté au tribunal administratif parce que la loi, c'est la loi. Donc quand j'entends certaines personnes bien informées qui racontent à peu près n'importe quoi, moi je ne ferai pas ci, moi je ne ferai pas ça, moi je ne ferai pas l'autre, je leur demanderai tout simplement de lire un petit peu la presse, d'avoir des sources fiables et de ne pas faire eux leur propre analyse imbécile où ils font des démonstrations qui veulent rien dire et qui correspondent à aucun moment aux objectifs qui sont donnés par loi SRU. Voilà. Et par contre, on est entièrement d'accord que les objectifs qui nous sont demandés sont inatteignables. Et sur cette base-là, il va falloir se défendre auprès de monsieur le préfet. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. 125 000 euros, je rappellerai quand même que jusqu'à maintenant, même si on les a payés depuis la loi SRU, on avait toujours trouvé la formule permettant à un moment donné de vendre certains bâtiments à perte pour notre commune, sur certains programmes immobiliers comme la Caporie, le Mauras, ou dans le cadre comme le Faux-Castellan, de donner cette amende directement au bailleur social, de la flécher, pour qu'au moins l'argent qui sort des communes de la commune de Roqueberre, qui est de l'argent de Roqueberre, profite à notre commune. Parce que sinon, ça va être un fonds de péréquation et c'est distribué ailleurs. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a payé, mais on a favorisé des projets recours Roqueberrois. Madame le Oui, moi j'ai fini mes questions sur le DOB. Je vais repasser le micro à ma collègue. Allez. Non, je voulais juste donner quelques précisions sur justement la loi SRU. J'ai regardé justement un peu les chiffres parce que ça ne vous a pas échappé que j'avais la délégation de la politique du logement au département. Effectivement, en 2020, on était à 8,85% par rapport à ces 25%. Donc effectivement, on était à un déficit de 365 logements. Cela dit, carencé n'est pas en carence. Donc ma question est de savoir comment la commune va se défendre. Et dans la mesure où on n'a que 10%, je crois, de la commune qui est constructible. Avec mon talent de persuasion. Je pense qu'à un moment, voilà, vos talents. Aucun argument. Voilà. Vos talents vont œuvrer pour pouvoir défendre. Avec mon talent de persuasion. Parce que je pense que le préfet n'a pas intérêt, enfin, il ne peut pas mettre un arrêté de carence, puisque quand Il ne s'est jamais gêné pour les autres. La seule chose, c'est que si vous voulez, depuis le début, je me bats pour essayer de faire la démonstration qu'on devrait être une commune exonérée de production de logements sociaux parce qu'on est un territoire qui est très contraint. Je me plairais à raconter, à rappeler que 91% du territoire roqueberrois est inconstructible. Malheureusement, l'interprétation de la loi SRU telle qu'elle est faite par les services de la DTM ne permet pas de dire que Roqueberre est une commune qui est carencée, donc qui devrait être exonérée. Ce qui me fait quand même bondir, c'est que certaines communes ont été proposées, parce que vous savez qu'il y a une commission nationale qui se réunit, et certains ont essayé de faire la démonstration, comme quoi Cassis ne devait pas recevoir de logements sociaux, parce que les transports en commun n'étaient pas assez développés pour desservir ce joli petit port provençal. Donc je rigole doucement là-dessus. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, les différentes commissions. Je sais que personnellement, à la dernière commission, pour ceux qui m'accompagnaient, je crois que c'était notre DGS, j'avais reçu l'autorisation de monsieur le préfet, qui ce jour-là était le secrétaire général de préfecture de le Nord, mais ça me reviendra tout à l'heure, qui m'avait donné l'autorisation spéciale d'aller travailler avec ses services à la DTM. Ça s'était passé à l'époque dans les bureaux de l'Aglo du territoire, à Aubagne, et justement on avait travaillé pour essayer de voir par rapport au logiciel Corinne Landcover si justement on pouvait bénéficier de l'exonération. On n'y est jamais arrivé parce qu'on frôlait uniquement le chiffre de 50%. Il faut se rappeler quand même qu'à cette époque-là, c'est l'époque intérieure, je ne sais pas, parce que je suis allé souvent, on m'a opposé le fait que je disais que la commune était
couverte par un PPRIF, et on me disait que j'avais simplement un porté à connaissance, que le porté à connaissance ne pouvait pas être pris en compte. Mais par contre, en parallèle, on me faisait retirer 3 permis de construire sur des zones où il n'y avait aucun risque de feu par rapport au PAC, par rapport au porté à connaissance. Bon, vous savez, la logique préfectorale, c'est bien grand mot, hein, parce qu'en réalité, c'est le responsable des services de la DDTM. On voit de tout, il en reste. Donc sur cette base-là, on va continuer, je vous dis. J'ai aucun argument, si ce n'est ma persuasion, et surtout, encore une fois, ma bonne foi. Voilà, on a essayé de faire, on ne fait pas. On ne peut pas rien répondre. Voilà. D'autres questions concernant cette première délibération, où on la vote, où on s'abstient, où on vote faute. Plus de questions. Donc, on prend acte et on adopte la présente délibération. Qui s'abstient? Je vous remercie. Il n'y a pas d'abstention? Abstention. 6 abstentions. On va tout de suite passer à la deuxième délibération. Allez, tu as la voix. Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement et territoires ruraux, exercice 2023. Le patrimoine de Alors, je te propose, comme tu fais d'habitude, comme tu n'as pas beaucoup de voix, de rapporter les deux, parce que c'est les mêmes choses. Ah non, pardon. Il a plus de voix minimale. Je veux t'aider. Le patrimoine des ouvrages d'art de la commune est composé de 6 ouvrages et de 3 passerelles piétonnes. Leur entretien est une obligation légale et garantit la sécurité du transit des véhicules et des personnes. La campagne d'inspection détaillée des différents ouvrages d'art est donc une priorité qui doit être réalisée par un bureau spécialisé. Les conclusions de ces inspections permettront de programmer les opérations d'entretien et, le cas échéant, de déclencher les mesures de sécurité nécessaires. Le coût de cette mission est estimé à 28 730 €. Afin de financer cette dépense, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de subvention auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux exercice 2023. Bien, si il y a des précisions et des commentaires, ça paraît une évidence, on adopte à l'unanimité. Je vous en remercie. Amine, bon avis à toi. Merci Monsieur le maire. Alors la prochaine délibération, c'est une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour le prolongement des berges du Livonne, chemin piétonnier qui fait le bonheur des petits et des grands Français-Garonne. Donc il est prévu de prolonger le chemin piétonnier des berges de Livonne par l'aménagement de la rue Torte. Il s'agit de la voie communale non accessible aux véhicules qui relie la rue du Docteur Arnaud au boulevard Pio et permet ainsi d'accéder à l'espace Clément David, le canal Pédri longe la rue Torte. Le projet consiste à aménager un chemin piétonnier paysager sur la longueur de la rue Torte et à buser l'ancien canal Pédri. Le projet prévoit également la protection du massif paysager existant situé au début de la rue Torte et la création d'un square avec un espace canin en bordure de Livonne. Le coût de ces travaux est estimé à 123 782 € hors taxe. L'objectif de cette délibération est de relier la RD 96 au collège Jules Aragon avec cette dernière phase. Donc la première phase des berges de Livonne, la deuxième phase, le petit chemin que vous avez sur le début du centre culturel, et la phase 3, si je peux dire, la rue Torte en entière. Donc je demande ce soir à ce qu'on vote et qu'on autorise Monsieur le maire à solliciter la préfecture pour cette subvention. Ça a été parfait. On adopte à l'unanimité. Je vous en remercie. Quatrième délibération, une demande de subvention, Martine. Alors, une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour l'exercice 2023, bien évidemment. Travaux de réaménagement de la cour de l'école maternelle de Lascours avec désimperméabilisation de la cour. Dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur, un projet de réaménagement de la cour de l'école maternelle de Lascours est à l'étude. Les travaux consistent à effectuer la reprise de l'étanchéité du bâtiment. Alors, ce n'est pas le bâtiment de l'école, hein, c'est la salle des associations qui est en dessous de la cour. La réfection de la cour de l'école, la reprise totale du revêtement de cour pour créer une cour perméable, la création d'un cheminement en matériaux perméables en périphérie de la cour, l'installation d'une treille végétale pour apporter de la fraîcheur. On marque l'été, mais bon, en période scolaire, l'été, on va dire plutôt mai, juin et septembre. La pose de jardinière pédagogique
et la création d'une rampe d'accès à la rue de la Calade. Parce qu'en fait, cette cour, il n'y a pas d'accès pour les services techniques. Il y a un portail, mais il n'y a pas d'accès. Le projet est estimé à 350 000 € hors taxe. Il fera l'objet d'une concertation en collaboration étroite avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire avec les équipes pédagogiques. Afin de financer cette dépense, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de subvention auprès de la préfecture. Donc, nous demandons d'autoriser monsieur le maire à demander cette subvention. Une question peut-être? Oui, juste une question. Est-ce que vous faites accompagner par le COE? Le COE, le CAUE. Le CAUE. Le COE, je ne sais pas ce que c'est dire. Le CAUE. Le COE, le présentateur de COE. C'est la méthode aussi, la méthode COE. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça permet en fait au département c'est à la demande du département qui met en place un programme d'accompagnement à la définition du projet et c'est gratuit. Hein, donc, notre équipe est compétente. Notre équipe est compétente. Très bien. Non, on a Madame Florence Kahn qui sera là et bien évidemment elle supervisera l'examen du dossier. Et surtout avec Madame Kahn, elle est comme moi, c'est une calibandaire, elle voudra des angles partout. On doit être rassuré. Dans une petite cour, ça va faire. Non mais c'est très bien, franchement. C'est une très bonne initiative. Et selon le type de... À l'époque, on était content quand on les goudronnait les cours. Oui. Et ma mère, elle disait, on commençait, il ne rentrera pas plus à la maison. Là, maintenant, on disait fermé à midi, on rentrait de la bouche jusque-là, tout le monde sera... Non, par contre, il faut vraiment faire un travail de concertation parce qu'il y a... Non, mais j'ai entendu ce qui a été dit. C'est ce qui est prévu parce qu'effectivement, les équipes pédagogiques, comme disait monsieur le maire, prévoient plutôt de goudronner et puis qu'on refasse des marquages au sol, etc., pour que les gamins puissent jouer avec des tricycles et tout. Donc ça va être une nouvelle réflexion qu'ils vont être obligés de mener. Je vous dis ça parce qu'il y a des retours d'expérience sur certaines communes où il n'y a pas eu de concertation et où du coup ça n'a pas fonctionné, ça a été une catastrophe. Et d'autres où il y a eu de la pédagogie et ça marche très bien. Donc, comme c'est bon pour la planète, il faut que ça se passe bien. Et juste une précision, selon le type de projet, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'agence de l'eau pour tout ce qui est désimperméabilisation des cours d'école. Notre DST doit savoir ça et voilà, fera le nécessaire. C'est notre rôle. Et est-ce que, juste savoir à qui vous aviez fait appel pour faire ce projet? Ça a été fait en interne pour l'instant? En interne pour l'instant, parce qu'il faut déposer la demande de subvention avant vendredi auprès de la préfecture. Voilà. Merci. On montre, on entend plus tous. C'est évident qu'il faut des imperméabiliser sur le toit. C'est une urgence climatique. 5e délibération, Christian. Là, on ne va pas demander des sous, on va en donner. Il s'agit de doter le trophée du Gard, comme tu as dit, donc du 9 septembre au 10 octobre cette année. Et on fera donc d'attribuer des prix, quelques petits changements en marge par rapport à l'année précédente. On a rajouté avec les membres du jury de l'année passée, d'un nouveau membre, ceux qui ont gagné les prix peuvent participer au jury, donc c'est une réflexion collective qui a été faite. Donc on va, cette année, le thème exposé sera la lumière, de manière générale, pour le premier prix. Ensuite, le deuxième prix, ce sera le thème libre. Le troisième prix, c'est une particularité cette année, pour inciter l'élargissement à d'autres techniques, et notamment la sculpture. Donc si on a plus de 6 œuvres qui ont concouru dans le domaine de la sculpture, on pourra doter un prix sculpture. Sinon, il sera basculé sur les autres techniques de peinture, peinture, photo. Le troisième prix, c'est le trophée du patrimoine, comme chaque année, sera attribué à une œuvre liée au patrimoine naturel ou culturel de Roquevert. Et le trophée public, comme chaque année, pendant toute la durée de l'exposition, le public pourra voter pour l'œuvre de son choix, sachant qu'il ne pourra être attribué qu'un seul prix par artiste. Donc voilà. Si le public attribue
année. Dans les dotations, c'est d'avoir un montant global de 1 200 €. Il s'agit de voter cette dotation pour l'année 2023. Des précisions, des commentaires? Juste une question, les anciens gagnants, c'est de l'année d'avant ou tous les anciens gagnants? C'est sur 3 ans en fait, hein, c'est sur 3 ans. Donc ceux qui ont gagné les premiers prix ne pourraient pas se présenter sur 3 ans, mais on limite, il faut un nombre restreint de membres du jury pour ne pas, sinon c'est difficile, mais souvent on fait appel à des personnes qui ont déjà eu des prix, mais ça se limite à 7-8 ans. On est d'accord pour voter? Peut-être pas répondu. Non, c'est ça. Allez, on est d'accord pour voter. Non, parce que les anciens gagnants de quelques années en arrière, Ils peuvent recourir. j'ai vu 2 fois le trophée de premier prix du jury. Quand même. 6e délibération. Et là, les températures moitié micro-lait. Vous savez que le 14 décembre, on avait approuvé le tableau des effectifs des emplois permanents de la commune. Il faut, comme chaque fois, mettre à jour ce tableau des effectifs. Vous en avez eu une copie qui vous a été donnée. Il s'agit notamment pour cette délibération-là de créer un emploi de brigadier à temps complet. Des précisions, des commentaires? Pas de précision. Madame Lossonneau. Oui, juste une précision sur le tableau justement des effectifs. J'ai vu qu'il y avait 7 postes à pourvoir, il n'y en a que 6 qui étaient pourvus. Donc est-ce que ça influe sur l'organisation de la police municipale ou pas? Non, le problème, c'est que, bien évidemment, la police municipale est un effectif. Tout le monde l'aura remarqué. Nous sommes une dizaine d'à peu près de 1000 habitants. Les statistiques disent 1 pour 1000. On est un chiffre qui est en dessous. La difficulté, c'est que pour recruter au niveau de la police municipale, c'est très compliqué. Et puis vous l'avez constaté comme moi, on ne peut pas à un moment donné, parce qu'on est le 012 en disant le personnel, on en a trop. Et de l'autre côté, faire à un moment donné des embauches à tirer la peau. Donc sur cette base-là, il y a un poste intitulé. Les agents accomplissent leur mission. Il est évident qu'il est hors de question chez nous d'avoir une police municipale la nuit, le week-end. Ils font les missions pour lesquelles ils sont désignés, pour lesquelles ils ont des fiches de poste, sachant aussi très bien que la police municipale, c'est une police municipale, je le précise, et ça n'a jamais été une police comme la gendarmerie ou la police nationale. Ils sont là pour accomplir certaines missions. Ils le font très bien. Ils ont toute ma confiance et ils font leur travail comme ils ont le Et du coup, est-ce qu'éventuellement, lors d'un prochain conseil municipal, vous pouvez nous faire un point sur la sécurité justement en avec la nouvelle gendarmerie, avec un point sur la vidéosurveillance? Oui. Un point sur la sécurité. Mais Madame Norsonneau a demandé, Madame Friquet a demandé tout à l'heure la création d'une commission. On va la réunion de la commission. On a dit à début, je ne suis pas trop fatigué, qu'on allait reprendre par rapport à la demande qui avait été faite. Effectivement, on a nommé une commission, elle est déjà nommée, on la réunira pour expliquer tout ça. Après, moi je vois du mal à vous expliquer la gendarmerie. Moi je ne suis pas commandant de la gendarmerie. Donc je constate avec vous qu'il y a une nouvelle gendarmerie qui est magnifique, que nous sommes toujours. Elle sera bientôt inaugurée. Qui sera bientôt inaugurée. Ça ne serait tardé. Le nom a été Darmanin mariné. C'est ça, on attend. Il est encore. Peut-être pour retrouver ça là. Et donc on le fera dans une cadre. Alors je tiens quand même à rassurer tout le monde. Il est tard, il va faire une nuit. Il est tard, il va faire une nuit. Les rues de Roquevert sont mal famées, faites très attention. Je rigole. Vous pouvez rentrer tranquillement à la maison, ça fait bien longtemps que personne n'a jamais été agressé sur Roquevert. On n'est pas, c'est pas Chicago. Voilà. Donc sur cette base-là, soyons tranquilles. On a vu pire comme lieu de délinquance que Roquevert. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, il n'y a pas à s'affoler. Certains à gauche et à droite s'amusent à reprendre certaines statistiques, bien évidemment, en méconnaissance totale du dossier, puisque vous
devez vous douter que j'ai des réunions permanentes avec la police municipale et mes collègues maires des autres communes, puisque la gendarmerie de Roquevert, qui s'occupe justement de ces statistiques, Oriol, la Bertousse, la Bouilladis et moi-même, on s'est réunis dernièrement en mairie de la Bouilladis, on a évoqué le problème. On est encore bien. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est encore bien et que notre situation est relativement enviable sur la commune de Roquevert. Concernant les effectifs, on le vote, on dit l'unanimité. Je vous en remercie. 7e délibération, Monsieur Vistani. Mathieu. Merci Monsieur le maire. Bon, cette délibération, je n'aurais pas aimé la passer, mais on est obligé de la passer parce qu'elle est très importante. Ça concerne la protection fonctionnelle accordée par la commune au maire en exercice suite aux propos tenus par Monsieur Francis Seta sur la page Facebook de la DHR. Donc, je vais vous lire rapidement la délibération avant de vous donner mon avis personnel. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire ou les élus municipaux, suppléants ou ayant reçu une délégation bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la commune. Cette protection accordée aux élus par le conseil municipal peut être attribuée pour toute menace, attaque, injure, diffamation ou outrage dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leur fonction. Cette protection couvre notamment la prise en charge des frais de procédure, dépens et frais irréductibles, sans que cela ne constitue une contrainte pour la commune de prendre en charge tous les autres actes de procédure initiés. Dans le cas d'espèce, la commune est couverte pour ce risque par le contrat SMAC Promut pour le remboursement des honoraires d'avocat. Par ailleurs, le maire reversera à la commune les sommes qu'il pourrait recevoir de la juridiction saisie au titre de la réparation du préjudice subi. Pour revenir aux faits, M. Francis Seta a publié sur la page Facebook de la DHR le commentaire suivant à partir des publications de cette dernière en décembre 2022. Je veux qu'il saigne, qu'il ait mal. Ce genre de personnage ne tient que le portefeuille. Il faut le lui confisquer, lui râper la tête sur le goudron pour lui réduire son périmètre crânien surdimensionné. Donc, je laisse juger des propos qui sont tenus ici par M. Seta. Il y a un deuxième commentaire qui a été fait aussi sur la page Facebook de la DHR, que je vais lire juste ici. C'est un procédurier. S'il avait le cul propre, il aurait déjà porté plainte pour diffamation. Ces propos directement proférés à l'encontre de M. Yves Ménard caractérisent plusieurs infractions pénales puisqu'ils font l'état de menace de commettre un délit et injure publique et sont de nature à inciter à la haine dans le contexte inquiétant de violences dirigées contre les élus de la République, auquel il est indispensable de se montrer réactif, sauf à s'en plaindre en cas de mise à exécution des menaces demeurées, sans réaction de l'institution judiciaire. La commune de Roquevert et son maire en exercice ont été parfaitement fondés à déposer une plainte à l'appréciation de Madame le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Marseille en demandant la condamnation de l'auteur des faits. Même si la publication a été retirée ensuite, l'infraction est dès lors constituée. Je voudrais juste dire ici que, en tant que jeune élu, je ne me suis pas engagé, que ce soit Amine ou que ce soit d'autres élus, même vous, à l'opposition, je pense, on ne s'est pas engagé pour la commune pour se faire injurier, se faire menacer ou d'autres menaces qu'on peut avoir dans l'exercice de nos fonctions. Donc, surtout un appel à la haine à l'heure d'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel certains élus, on a d'autres exemples, on parlait du maire de Signe qui a été décédé à cause d'un dépôt sauvage. Donc voilà, moi je trouve que de la part de M. Francis Seta, qui est un ancien élu de la République, qui était ancien élu de l'opposition, qui était même dans le... Donc je trouve ça indigne. Et puis, je dirais même que la démocratie, pour en citer quelqu'un, je le dirais parce que c'est Amine qui me l'a cité, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'il m'avait dit avant la délibération de ce soir. La démocratie, la beauté de la démocratie, c'est être d'accord de ne pas être d'accord. Donc même si on ne partage pas le même avis, même si on est dans l'opposition, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec notre politique ou avec la politique de certains, je pense qu'on a le droit d'avoir des idées opposées et ne pas arriver à ces propos-là. Voilà. Merci Mathieu. Monsieur Bouillet. Alors Mathieu, je te rassure, on votera pour.
inadmissible que de tels propos soient tenus envers un élu de la République. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion pendant la campagne de lever plusieurs commentaires de M. Zeta sur notre site de campagne électorale. Et je l'avais même appelé en message privé pour lui dire que j'acceptais tous les avis, toutes les positions, mais les insultes et les propos qu'il tenait sur ma page de la campagne électorale étaient inadmissibles. Donc de ce côté-là, nous voterons pour, il n'y a pas de souci. Juste une question, par contre, on vote quoi exactement ce soir? Parce que vous dites que dans le contrat SMACL promu, voilà, vous êtes déjà couvert, donc on demande de quoi là? Il faut une délibération avec que vous soyez couvert. Vous vous avez rappelé que tout à l'heure, quand on a passé en revue les décisions, on a pris des décisions pour désigner l'avocat. On a décidé de mettre Molina pour aller en justice. Et là, pour être couvert par l'assurance, il faut des délibérations du conseil municipal. Il faut des délibérations, d'accord. Okay. Je comprends mieux. Alors, juste par contre, vous avez déjà déposé une plainte le 21 décembre. M. Zeta a été entendu par la brigade de la gendarmerie. Ah, vous êtes bien informé. Le parquet vous aurait clairement indiqué qu'il ne le poursuivrait pas. Vous êtes au courant? J'ai eu aucune notification officielle. Je serais étonné de la chose pour une raison toute simple. Vous n'avez pas déposé une deuxième plainte après le 21 décembre? Pas du tout. Moi, je suis allé à la gendarmerie nationale après avoir fait une plainte en ligne. J'ai été convoqué à la gendarmerie. J'ai déposé. Sur cette base-là, la plainte est partie. Si monsieur le procureur place la plainte, il est évident, vous me connaissez, qu'à ce moment-là, je m'adresserai directement, comme le droit me donne la possibilité, auprès du président du tribunal judiciaire pour déposer une plainte LCV à lui. On ne peut pas, à un moment donné, avoir différents discours. Quand on allume la télévision, chaque fois qu'il y en a un qui se fait traiter par un oiseau, c'est un scandale, c'est ci, c'est là. Là, on est dans un cas où je veux dire, c'est avéré. On voit difficilement comment le procureur de la République pourrait classer la plainte. Je le vois difficilement. Et je vous garantis que si jamais ça venait à être fait, je saisirai les médias pour expliquer à un moment donné ce qui s'est passé et demander pourquoi il n'y a aucune suite à ce qui a été fait. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. On ne peut pas avoir deux discours. On ne peut pas avoir deux discours. Ou à un moment donné, on permet aux gens, les élus de la République, il a très bien dit tout à l'heure, Mathieu, d'exercer leurs fonctions, avec bien sûr toutes les difficultés qu'il y a, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Mais on n'est pas nécessairement là pour se faire insulter. On n'est pas nécessairement là pour faire appeler à la haine. Surtout que je pense, pour ceux qui me connaissent, que c'est facile de m'insulter à travers les réseaux sociaux. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Donc sur cette base-là, vous êtes très bien informés. M. Zeta est au courant qu'il ne sera pas poursuivi. J'attends d'avoir une notification officielle et dès demain matin, je demanderai à Maître Molina, l'avocat qui va me défendre dans cette affaire, de se renseigner auprès du procureur de la République et on continuera, je vous garantis de le dire. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que le procureur de la République, c'est pas parce qu'il a classé qu'on ne peut pas la remettre à la barre à l'affaire. Et c'est ce que je fais. Surtout que de classer une affaire comme ça laisse la porte ouverte à des agressions, c'est menaces. On rappelait quand même Samuel Paty. Le contexte est totalement différent. Il y a eu un appel à la haine, il a laissé la vie, le brave garçon. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas le même contexte, il ne faut quand même pas exagérer. Les réseaux sociaux, c'était peut-être une avancée à un moment donné. Je trouve que maintenant, c'est devenu excessivement nauséabond. Excessivement. Excessivement. Il y en a qui en font des utilisations premièrement abusives,
qui en profite pour raconter à peu près tout et n'importe quoi. Et surtout, il y a l'impunité. À un moment donné, il y a l'impunité. Moi, c'est pas mon style, mais je veux dire, c'est facile. Moi, j'ai quelque chose à dire. Vous pouvez me dire, c'est le truc qui ne me revient pas. Voilà, c'est fini. Je ne l'écris pas sur les réseaux sociaux. Là, je trouve que c'est facile, c'est petit. Et malheureusement, c'est devenu que ça. Et il n'y a que des sachants. Tout le monde le sait, tout le monde vous explique. Mais au niveau des pâquerettes, je l'avais dit un jour, je crois que c'est un conseil municipal, Umberto Eco, l'auteur de Au nom de la rose, avait écrit avant, quand on disait une bêtise, ça dépassait pas 1,50 m autour du comptoir de bistrot, mais dès un quart d'heure après, elle est planétaire à la connerie. Mais on en est là, quoi. On en est là. Et malheureusement, je suis complètement déçu de voir l'utilisation qui en est faite, alors qu'encore une fois, ça pourrait être un outil merveilleux pour communiquer entre nous. Voilà, quand on voit à travers les réseaux sociaux qu'il y a des enfants qui sont arrivés à se suicider, on pousse les enfants au suicide. Voilà, voilà. Donc, dans tous les cas, on ne va pas épiloguer. Sachez que vous êtes bien, je sais que vous êtes bien informés. Madame Fouquier. Oui, vous permettez que je fasse mon petit commentaire d'abord. Mathieu, tes propos, je les partage complètement. On n'a pas le même âge, mais moi aussi, je suis jeune élu. Et je n'aurais jamais... Attention, pas être vexant. Non, sans être vexant. Mais je n'aurais jamais imaginé, effectivement, en prenant un engagement comme celui-ci, être élu de la République, être discriminé pour les valeurs qui m'animent, que je porte. Et ça, c'est assez effrayant. Et effectivement, monsieur le maire, vous avez tout à fait raison, et je vous soutiens pleinement. Votre rôle, notre rôle à tous, c'est de vous soutenir et de rappeler nos concitoyens à l'ordre, et également, nous, entre nous, en tant qu'élus, de jouer l'apaisement. Voilà. Il me semble que dans ce conseil municipal, j'ai déjà alerté à 2 reprises sur le danger des réseaux sociaux par rapport à des points qui touchaient certains sujets liés au village, à l'aménagement du territoire, voilà, des commentaires qui s'enflammaient sur la toile. Et aujourd'hui, ça infuse dans la société. Et c'est ça qui est dangereux, les dits de ton. Et tout à l'heure, vous avez cité les enfants, et ça se passe près de chez nous, ça se passe au collège à Roquevel, où aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une déshumanisation de la relation, et les jeunes se permettent des comportements très violents, il n'y a plus de limites, et on a effectivement peu, de remparts aujourd'hui contre ce genre de violence. Si ce n'est que d'alerter et aussi de sanctionner. Voilà. Donc, vous avez mon plein soutien. Je vous remercie. Madame Dossego. Oui, je vais conclure sur le sujet. Évidemment, on s'associe à cette délibération. On est évidemment contre le fait de devenir des cibles, parce qu'on est quand même, nous, on fait de la politique, on peut être parfois adversaire, parfois, mais on se doit le respect, et surtout pas faire une escalade de la violence, comme c'est en train, effectivement, ça a été très bien décrit par mes collègues. Donc évidemment, on votera pour. Madame Michelia, après on clôture. Il faut rappeler qu'on est avant tout des hommes et des femmes ici, autour de cette table. Voilà. Et qu'un engagement militant, ça se respecte. Voilà. Donc, moi, je citerai un cas. S'affronter, c'est être franc à fond, c'est-à-dire intelligence à l'intelligence. Et c'est vrai qu'il y a des reconnaisois qui se font des soucis, il faut qu'ils soient rassurés, parce que dans notre équipe municipale majoritaire, c'est pas contre. Il n'y a pas 3 groupes, non, il n'y a pas 2 groupes, non, il y a un groupe, et ce groupe est autour du maire. Voilà. Merci. On adopte l'unanimité. Allez, je vous en remercie. Nous allons presque terminer par une motion. Chantal. Voilà, c'est notre ami Jeanne. C'est à toi qui l'as envoyé.
réforme, le 10 janvier, prévoit d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans pour arriver à 64 ans en 2027. À cela s'ajoute l'augmentation de la durée de cotisation pour toutes et tous jusqu'à 48 annuités et 43 annuités. Il y a de la marge alors. Bon, excusez-moi, désolé. Donc, à cela s'ajoute l'augmentation de la durée de cotisation pour toutes et tous jusqu'à 43 annuités et 44 ans de cotisation pour bénéficier du dispositif carrière longue. C'est un projet de réforme qui va aggraver les inégalités. Le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites publié en septembre 2022 affirme que le système de retraite par répartition n'est pas en danger. Le rapport de la Cour des comptes en 2022 a examiné la situation de 23 organismes dont le total des réserves représentait fin 2020 un montant de 164,3 milliards d'euros, assurant l'équilibre du régime pour les 20 prochaines années. L'ARGIC et l'ARCO a cumulé 65 milliards de réserves, permettant d'assurer l'équilibre économique pour les 15 prochaines années. Ce projet de réforme est une nouvelle illustration du dogmatisme libéral qui gouverne la France. Ce sont les ménages, et singulièrement les plus modestes, qui sont mis à contribution en prélevant des temps de vie alors que l'argent existe pour maintenir les dispositions actuelles, voire pour les améliorer. Le report à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite amène les actifs au-delà de l'espérance de vie en bonne santé et sans incapacité. Il ne règle pas l'emploi des seniors. Aujourd'hui, moins de 40% des 60 et 64 ans occupent un poste, seulement 17% sont retraités ou pré-retraités et le reste est privé d'emploi. Dans ce projet, la prise en compte de la pénibilité reste marginale dans le calcul de la retraite et dans les aménagements possibles, alors que de nouvelles pénibilités se constatent dans les entreprises. Le jeune, dont la moyenne d'âge d'entrée dans l'emploi est de 24 ans après les études et les carrières hachées, notamment celles des femmes, vont être particulièrement pénalisés par l'allongement de la durée de cotisation. Le minima de pension, annoncé à 1 200 € s'appliquera uniquement pour les carrières pleines, profil désormais rare. Il reste à peine supérieur au seuil de pauvreté qui est actuellement de 1 130 €. C'est insuffisant pour vivre dans des conditions dignes. Pour les carrières longues et la pénibilité, le seul maintien des aménagements existants ne constitue en rien une avancée et les quelques ajustements annoncés sont insuffisants. Enfin, alors que la population française vieillit et que les retraites représentent une part plus importante de la population, la contrainte du gouvernement ne peut ajouter de nouveaux financements, conduit de fait, mais sans le dire, à choisir d'abaisser les pensions de retraite. Constatant l'ampleur de l'opposition des Français contre le projet de réforme présenté le 10 janvier 2023 par la Première ministre, le Conseil municipal, exposé du rapporteur entendu et après avoir délibéré, demande l'abandon de ce projet et la réouverture de vraies négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l'avenir du système de retraite par répartition. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10h30. On adopte. Qui s'abstient? Abstention? Oui, je peux dire 2 mots? Oui, non, j'aimerais au niveau des votes, parce que c'est. Oui, moi je m'abstiens. L'ensemble de l'opposition s'abstient, sauf Mme Picard. D'accord. Et Mme Bouchala? Vous abstenez? Non. D'accord. Donc Mme Navarro, Mme Friquière et Mme Dossemont Et M. Bouillet s'abstiennent. C'est ça. C'est important. Simplement pour expliquer. Attendez, juste 30 secondes, je demanderai à la secrétaire au secrétaire de CSV, M. Gracia, je l'ai dit de rentrer à la maison, je ne sais pas si vous avez vu, il a commencé à pousser, j'ai préféré qu'il rentre. Je ne vais pas le faire. Allez-y, madame. Oui, non, je vais être très très courte dans mon argumentation, parce que tout simplement je m'abstiens parce que ce texte concerne le dossier de cette réforme des retraites dépasse largement le cadre, pour moi, à mon sens, de ce conseil municipal, vu la complexité de cette équation économique, finalement. Dire qu'aujourd'hui,
avant que le travail parlementaire ne se fasse, puisqu'il a démarré aujourd'hui, qu'il faut l'abandonner. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est mon ressenti. Hein. Mes colistiers étaient libres tout à fait de penser ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, vous dites dans ce texte aussi qu'il n'y a plus de négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Est-ce qu'ici, on a les moyens de vérifier ça? Non. Et je pense, moi, par contre, en tant que femme, en tant que mère, et en tant que citoyenne engagée, et dans les débats que je peux avoir, que cette réforme, elle permet d'ouvrir ou de réouvrir des débats sur des sujets de fond, comme le rapport au travail, comme l'emploi des seniors, et bien évidemment, mesdames, élus, collègues, la place des femmes dans notre société. Et ça, moi je préfère aujourd'hui laisser le temps des négociations. Ce projet de réforme n'est pas utile, ils vont l'améliorer. Oui, on ne va pas engager les débats, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu de faire passer en conseil municipal un texte comme ça, pourquoi ne pas organiser effectivement une réunion publique d'information avec des experts de la finance publique, hein, des intervenants éclairés qui répondent aux questions et aux inquiétudes effectivement des concitoyens et des recouvérants. Moi, je suis plutôt pour ce genre de mesures, plutôt que de faire passer un texte qui aujourd'hui est, on va le dire, très partisan. On a dit qu'on voulait les votes, on le respecte tout à fait. Nous, on a adopté la motion. Voilà. Avant de s'occuper. Je voulais juste préciser qu'on s'abstient, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, quand même. On ne fait pas partie du même groupe d'opposition. Exactement. C'est juste pour dire que c'est une réforme pour l'instant comptable. Et que nous, en tout cas, moi qui suis UDI, j'attends un peu plus d'humanisme dans cette réforme. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je voulais seulement répondre quand même. Ça fait de 15 ans que dans les banques assurances, on a quand même des pertes. Pourquoi on vend des pertes? Pour des gens qui ont énormément de moyens, pour qu'ils puissent se défiscaliser. Et une fois de plus, nous, en tant que salariés, employés, on n'aura plus que 1 200 €, mais tout est défiscalisable pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Tout ça pour faire quoi? Pour que le service actuel que nous avons de nos retraites, aussi bien et de nos complémentaires, en fait, soit petit à petit, ça soit privatisé par des banques et assurances et pour qu'il y ait du dividende et toujours que du dividende. Donc aujourd'hui, on a un super système qui fonctionne, qui a de l'argent et continuons comme ça et pas encore une fois les banques et les assurances qui prennent le relais. Oui, donc pour moi, on est d'accord, il faut sauver le système de retraite par répartition. Si vous le permettez. Une employée de banque et pas une banquière. Et ne pas clore les débats en abandonnant la Si vous le permettez, on va refaire un débat pour votre question à BFM. On a adopté la libération. Avant de se quitter, j'avais reçu de la part des conseillers municipaux MVR, on me dit, vous reconnaître, une question orale me demandant comment justifier la fermeture des services administratifs les 19 et 31 janvier dernier et quel a été le statut des salariés pendant cette fermeture. C'est tout simple. Le 19 janvier, la mairie a été fermée l'après-midi parce que les deux personnes qui sont à l'accueil, il y en avait une qui était en grève toute la journée et l'autre qui, par le biais des jours de repos, était en congé l'après-midi. Donc sur cette base-là, bien sûr, la mairie elle a été fermée. Quant au 31 janvier, devant la montée en puissance du mécontentement de grande partie de nos concitoyens, dans un souci symbolique, une décision symbolique, celle de fermer l'accueil uniquement de la mairie au public. Sachant que, bien évidemment, les publics en grève étaient en grève, ils n'ont pas été payés, et les autres sont venus travailler normalement, la mairie est enfermée. Voilà la réponse que j'avais à adresser. Merci pour cette décision. C'est tout. Eh bien alors, je souhaite à tout le monde une bonne soirée et une bonne